Alors, l'intelligence artificielle pour écrire du code. C'est un sujet qui est à la fois super excitant et, on va pas se mentir, un peu déroutant. L'idée de pouvoir transformer nos concepts pédagogiques en de vraies interactions personnalisées, sans forcément être un pro de la programmation, c'est quand même incroyablement tentant. Mais comment on passe de cette idée à quelque chose de concret? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La promesse, elle est vraiment alléchante. L'IA pourrait bien être le pont entre notre imagination et nos compétences techniques réelles. On a l'impression de pouvoir construire des programmes super complexes 10 fois plus vite et des fois sans même avoir à taper une seule ligne de code. C'est un peu comme avoir à ses côtés un assistant surdoué prêt à donner vie à toutes nos idées. Mais attention, le chemin est rarement aussi simple qu'il m'y paraît. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'expérience du développement avec une IA, ça ressemble souvent à un film. Il y a des moments géniaux, des passages un peu plus compliqués, et parfois une fin qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Comprendre ces trois facettes, c'est la clé pour ne pas se décourager en cours de route. Et c'est là qu'on voit le grand écart. Au début, c'est juste magique. L'IA génère du code, elle construit des interfaces, on avance à une vitesse folle, en un temps record, 80% du projet est bouclé. Sauf que, c'est là que ça coince. Les fameux derniers 20%, la finition, les petits détails, le débogage, c'est là qu'on peut se prendre un mur et que le projet peut complètement partir en vrille. Et cette citation, elle illustre le risque à la perfection. Elle vient d'une expérience où le projet a viré au chaos total. En fait, il faut voir l'IA comme un développeur junior. Il est brillant, super rapide, mais il a besoin d'être encadré. On lui donne les directives, on vérifie son travail et surtout, on reste le seul maître à bord. La leçon est claire, il faut impérativement garder le contrôle. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. On va d'abord revenir sur la promesse du codage par IA. Ensuite, on va découvrir une feuille de route en 4 étapes pour bien structurer son travail. Puis, on fera un zoom sur la phase d'édition qui est cruciale. On verra aussi comment choisir les bons outils. Et pour finir, on mettra tout ça en musique avec un exemple bien concret. Bon, la question c'est comment on évite de tomber dans le côté truand du développement avec l'IA? Eh bien la solution c'est de mettre en place une véritable architecture de développement. L'idée ce n'est pas de coder à l'instinct, mais de suivre un processus clair, un processus qui nous redonne le contrôle et la flexibilité dont on a besoin. Et voilà la pièce maîtresse de toute cette approche. Ce schéma, ça représente un environnement de développement complet. Ça peut avoir l'air un peu complexe comme ça, mais en réalité, c'est très logique. Ça décompose simplement le processus en 4 grands blocs qui, une fois qu'ils sont en place, rendent tout le travail beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus sûr. Alors, ces 4 piliers, c'est quoi exactement? D'abord, éditer, c'est notre atelier, là où on écrit le code. Ensuite, stocker, ça, c'est notre coffre-fort. On sauvegarde tout notre travail, avec un outil comme GitHub par exemple, pour être sûr de ne jamais rien perdre. Après, on a aperçu, c'est le banc d'essai. On teste tout sur notre machine pour vérifier que ça fonctionne. Et enfin, déployer, c'est le grand lancement. On met l'application en ligne pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ok, maintenant on va zoomer sur le premier bloc qui est sans doute le plus important, la phase d'édition. C'est vraiment ici qu'on interagit avec l'IA pour écrire, pour corriger, pour améliorer le code. C'est le cœur de la collaboration entre l'humain et la machine. Si on regarde à nouveau notre schéma, on voit bien que tout part de la phase éditer. Le fait de travailler sur une copie locale du code, ça change tout. On peut expérimenter sans avoir peur parce que la version officielle, elle, est bien au chaud. Ça nous donne une liberté totale pour innover, pour tester et même pour faire des erreurs sans jamais risquer de tout casser. Mais alors, concrètement, à quoi elle sert cette IA pendant qu'on est en train de coder? Eh bien, à plein de choses. On peut lui filer un bout de code qu'on ne comprend pas et lui demander de nous l'expliquer. On peut lui montrer une erreur et lui demander de nous aider à la corriger. Elle peut aussi nous suggérer des façons d'améliorer notre code. Et l'une de ses fonctions les plus bluffantes, c'est de pouvoir transformer des données d'un format à un autre en quelques secondes. Une tâche qui, avant, pouvait prendre des heures. Mais, et c'est un grand mais, il faut rester super vigilant. Cet autre exemple est assez parlant. En demandant à une IA de convertir des questions de quiz, elle a tout simplement effacé toutes les mauvaises réponses. Le résultat avait l'air nickel à première vue, mais il était complètement inutilisable. Le point crucial à retenir, c'est que l'IA est un assistant, pas un oracle. Il faut toujours vérifier son travail. Bon, on a le processus. Maintenant, il faut les bons outils. Le marché est juste inondé d'options et c'est très facile de s'y perdre. Pour y voir plus clair, il faut une méthode, une grille de lecture. Et là, il y a un principe d'or à ne jamais oublier. Il ne faut pas se laisser éblouir par la technologie. La vraie question, ce n'est pas quel est le meilleur outil, mais plutôt quel problème est-ce que j'essaie de résoudre. Parce que, au fond, créer quelque chose 10 fois plus vite, ça ne sert à rien si personne n'en a besoin. Du coup, pour bien choisir, il y a quelques questions clés à se poser. Quel est le budget? Est-ce qu'on cherche quelque chose de très simple, comme un chat, ou est-ce qu'on veut un contrôle total? Quelles sont les compétences techniques nécessaires? Et surtout, quel niveau de contrôle est-ce qu'on veut garder sur le code à la fin? Alors, avec ces critères en tête, on peut commencer à recommander quelques outils. Par exemple, pour des prototypes simples et rapides, Lorable ou Replit sont excellents. Pour un assistant de code gratuit,
La version gratuite de GitHub Copilot avec ChatGPT, c'est un duo de choc. Et pour des projets plus costauds, comme des applications web complètes, des outils comme Windsurf ou Cursor seront plus adaptés. Ok, on a la théorie, l'architecture, les outils. C'est bien beau tout ça, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons ce qui se passe quand on applique toute cette méthode à un vrai projet, du début à la fin. Prenons un cas très concret. Une application développée pour un atelier sur la littératie des données. Elle a été construite de A à Z en suivant notre feuille de route. ChatGPT pour la planification, Windsurf pour le développement, GitHub pour stocker le code et Vercel pour la mise en ligne. C'est l'exemple parfait de ce processus en action. Alors, première fonctionnalité, un tableau de bord pour les animateurs. Ça leur permet d'un seul coup d'œil de voir où en est chaque équipe, de repérer si un groupe est à la traîne et de savoir où intervenir. C'est un outil simple mais super efficace pour piloter une session en direct. L'application a aussi un côté un peu ludique. Il y a une banque de preuves. Les équipes ont un budget et elles doivent acheter des données pour pouvoir prendre leurs décisions. Ça simule assez bien une situation réelle où les ressources sont limitées et où il faut faire des choix stratégiques. Et pour aller encore plus loin, l'application intègre des graphiques interactifs. Ici, les participants peuvent manipuler des données pour visualiser des concepts statistiques comme la taille de l'effet. C'est quand même beaucoup plus parlant que de lire une définition dans un livre. Et tout ça, je le rappelle, a été construit avec l'aide de l'IA. Au final, l'IA, c'est un accélérateur absolument formidable. Mais la vitesse, si on ne sait pas où on va, ça ne sert à rien. La vraie question, ce n'est pas à quelle vitesse peut-on construire, mais plutôt est-ce qu'on construit la bonne chose? Et c'est là que le jugement humain, la planification et l'esprit critique restent et resteront toujours irremplaçables.